Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue nombreux à ces webinaires. Vous êtes plus de 340 inscrits. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet d'actualité. Ce matin, nous allons parler donc d'installation intérieure de distribution d'eau sanitaire et notamment d'analyse des risques réglementaires et de mise en application opérationnelle. Comme vous le savez, la protection de la santé des consommateurs est au cœur de la directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, directive européenne de décembre 2020, qui introduit de nouveaux paramètres de qualité pour ces eaux, avec un renforcement des exigences, notamment sur les matériaux en contact avec l'eau potable. L'arrêté donc du 30 décembre 2022 impose la réalisation d'une analyse des risques qui est liée aux installations privées de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour un certain type de bâtiment, avec notamment une surveillance accrue sur le risque légionnel. Je profite aussi de ce mot d'introduction pour remercier la DGS, Direction Générale de la Santé, et Nadège Lafargue qui est ici présente, ainsi que le CSTB, qui est en étroite collaboration avec l'AST sur la réalisation de ce guide qui vous est présenté ce matin. Et je remercie aussi l'association Caprice, le CIPRODO, l'UIE et la FNTP qui nous reçoivent pour ceux qui sont en présentiel ici et qui nous permettent aussi de profiter de leurs installations pour l'organisation de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci. Bonjour à tous. Donc, oui. Jean Baron, moi je travaille pour l'AST et la commission corrosion, mais je travaille aussi pour Eau de Paris et avec Frédéric Blanchet qui se présentera ensuite. On est en charge de synthétiser vos questions et de transmettre vos questions. Donc pour ça, on va vous donner quelques règles qui sont de poser les questions directement dans le chat, dans la conversation, dans le cours de cette réunion, sachant que les micros et caméras, donc vos micros et caméras sont coupés automatiquement pendant toute la durée du webinaire. Donc votre seule opportunité de poser des questions est dans la conversation et on se chargera ensuite de les transmettre, de les synthétiser pour vous apporter les réponses. Dernier point, le webinaire donc est enregistré et vous pourrez accéder au replay de cet événement ensuite sur la chaîne YouTube de l'AST. Donc le programme, Frédéric. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédéric Blanchet, je travaille chez Veolia. Je suis surtout président de la commission potable de l'AST et donc co-animateur avec Jean Baron de ce webinaire. Donc, un mot sur le contenu du webinaire. Donc, il y aura 3 présentations. La première présentation sera effectuée par Nadège Lafargue de la DGS qui nous fera comme on dit en anglais, un deep dive dans l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'évaluation des risques sur les installations intérieures. Olivier Correct du CSTB nous présentera ensuite le guide d'application de l'arrêté, guide commun, enfin CSTB-ST. Et puis, Anne-Sophie Ricard du CSTB nous présentera la grille d'évaluation des risques pour mener à bien cette évaluation des réseaux intérieurs. Voilà, dernier point que n'a pas mentionné Jean, je me permets Jean de rajouter. On prendra les questions à la toute fin des 3 présentations. Voilà. Donc, je passe la parole à Nadège Lafargue pour une présentation de l'arrêté du 30 décembre 2022. Ah. Est-ce que vous nous entendez de nouveau? A priori, il y a eu une coupure. C'est bon? Donc, ça n'a pas débuté les présentations, rassurez-vous. Donc, Nadège Lafargue va engager sa présentation sur les exigences de l'arrêté du 30 décembre 2022. On va le mettre en plein micro. Donc, bonjour à tous, Nadège Lafargue de la DGS. Donc, je vais vous faire une présentation réglementaire de l'arrêté du 30 décembre 2022 qui est donc relative à l'évaluation des risques
liées aux installations intérieures de distribution d'eau destinées à la consommation humaine. Donc, cet arrêté, il s'opère dans le contexte de la transposition des articles 7, 10 et 18 de la directive européenne qu'on appelle directive eau potable de 2020, qui rend obligatoire l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution de DCH. Donc, cette obligation, elle tend à aller vers une démarche de gestion préventive et d'amélioration continue de la gestion de ces réseaux. Et on observe aussi l'introduction d'un nouvel article dans le Code de la santé publique qui porte sur cette évaluation des risques liés aux installations et à la surveillance de ces réseaux. Donc, cette évaluation des risques, elle comporte plusieurs choses. Premièrement, une analyse de risque, mais aussi une surveillance de la qualité de l'eau selon les conclusions qui vont être faites lors de cette analyse de risque. Et on observe deux paramètres spécifiques, le paramètre légionnel et le paramètre plomb, dont on va parler plus tard. Donc, quel est le périmètre de cet arrêté? Ce périmètre, il s'applique au réseau intérieur et ses installations de distribution de DCH, donc eau froide plus eau chaude sanitaire qui sont définies dans le Code de la santé publique, et s'applique aux établissements qui reçoivent du public, dont les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, mais aussi des structures qui accueillent différents publics comme les crèches, les personnes en situation de handicap, mais aussi les hébergements pénitentiaires et les hébergements de tourisme. Donc, vont être exemptés de cet arrêté les installations intérieures qui vont consommer moins de 10 mètres cubes par jour d'eau ou qui vont alimenter moins de 50 personnes. Et on va exclure aussi les maisons individuelles et les logements individuels de cet arrêté. Les autres types de bâtiments d'habitation collective et autres ORP, ils peuvent s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue, mais ça ne sera pas obligatoire pour eux. Et la responsabilité de cette analyse de risque, elle est portée par le propriétaire de réseau intérieur. Donc l'analyse de risque, elle comporte plusieurs objectifs. En premier, ça va être de caractériser les installations intérieures de distribution d'eau, d'identifier aussi les potentiels événements dangereux et de quantifier le niveau risque qui va être associé à ces événements. Donc l'analyse de risque, elle va devoir aussi comporter des mesures de gestion préventive au niveau de ces installations de distribution. Cette analyse de risque, elle comporte différents éléments. Donc, d'une part, une revue documentaire, mais aussi une visite sur site qui vont permettre de constater l'existant et qui vont être accompagnés d'un rapport et de recommandations qui vont être rédigés par l'évaluateur et qui va être mis à disposition et transmis aux propriétaires de ce réseau. Donc, la personne qui va être chargée de cette analyse de risque, c'est un professionnel qui dispose de compétences dans le domaine de réseau de distribution de DCH. Donc, comme on l'a vu précédemment, en fonction de l'analyse de risque, il y a une surveillance de la qualité de l'eau qui va pouvoir être mise en place en fonction du coup des conclusions de l'analyse de risque. Cette surveillance, elle peut s'appliquer aux eaux froides et aux eaux chaudes sanitaires. Vis-à-vis du risque légionnel, la surveillance des eaux chaudes sanitaires, elle va être effectuée selon les dispositions de l'arrêté du 1er février 2010. Donc, la surveillance dans ces installations, elle peut être faite à différents niveaux. Et avec différents paramètres comme des contrôles visuels, des tests et analyses ou encore le suivi de certains indicateurs. Et cette surveillance, elle va devoir être tracée et consignée dans le fichier sanitaire. En cas de constat de désordre ou de dysfonctionnement, il y a des mesures de gestion qui vont devoir être mises en œuvre. Et dans le cadre où il y a une mise en évidence de la dégradation de la qualité de l'eau, c'est-à-dire le dépassement des limites de qualité, cela va imposer des actions correctives. Donc, dans l'annexe 1 de l'arrêté, il y a un tableau qui est précisé ici et qui précise les limites et les références de qualité dans l'eau froide dans le cadre de cette analyse de risque. Donc, on a plusieurs paramètres comme l'objectif de qualité, les limites de qualité ou encore les références de qualité pour différents paramètres. Donc, le paramètre Legionella, où l'objectif de qualité il doit être inférieur à la limite de détection. On a le paramètre Legionella SPP, où la référence de qualité doit être de 1000 UFC par litre. Le paramètre Legionella la pneumophilia, où la limite de qualité elle doit être de 1000 UFC par litre, et le paramètre plomb, où pour le moment la limite de qualité est identifiée à 10 microgrammes par litre. Donc cet arrêté du 30 décembre 2022, il est applicable depuis le 1er janvier 2023. Et cette évaluation des risques, elle est réalisée au plus tard le 1er janvier 2029. Elle doit être mise à jour
en fonction des besoins et de la situation et au minimum tous les 6 ans. Donc il faut aussi penser qu'il va avoir un contrôle de la mise en œuvre, et qu'il y aura une élaboration et une transmission des données portant sur les mesures mises en œuvre pour éliminer ou réduire le risque de non-respect de la limite de la qualité de l'eau, ainsi que celles qui visent à remplacer les composants en plomb dans les installations intérieures de distribution d'eau. Et donc la transmission de ces données, elles vont devoir être transmises au directeur général de l'ARS de la région et pour au plus tard au 1er janvier 2029, puis tous les 6 ans. Donc voilà pour moi. Maintenant, je vais transmettre la parole à Monsieur Corret. Donc effectivement, bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais prendre la parole pour vous présenter le guide d'application qu'on a élaboré dans le cadre d'un groupe de travail à l'AST. Et en préambule, je souhaitais simplement vous rappeler les éléments de contexte de ce groupe de travail qui est issu finalement de la création d'un groupe de travail sur les réseaux intérieurs en mai 2022, qui est issu de la commission eau potable et de la commission corrosion protection sanitaire, donc qui dépend directement de ces deux commissions, avec un constat qui était de dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs des réseaux intérieurs étaient relativement diffus et n'avaient pas forcément de lieu d'échange privilégié. Donc, on a souhaité créer ce groupe de travail au sein de l'AST pour accompagner les différents acteurs dans la mise en œuvre opérationnelle, notamment des évolutions réglementaires et techniques. C'est une co-animation qui est réalisée par le CSTB et par Paris, donc par moi-même et Jean Baron. On avait fait un appel à participation en mai 2022 où il y avait eu une quarantaine de personnes qui étaient intéressées. J'ai mon micro qui ne marche plus. C'est pas grave, j'ai changé de PC. Donc vous voyez les différents acteurs qui étaient présents lors de ce premier GT. Et ce premier GT nous a permis de pouvoir créer 4 sous-groupes de travail pas indépendants, puisqu'ils sont quand même très liés les uns les autres, mais sur 4 thématiques fortes. Donc vous voyez ces 4 sous-groupes. Le premier sous-groupe, l'analyse des risques, hein, qui est vraiment notre sujet d'aujourd'hui. Un second sous-groupe qui est sur la protection des réseaux EDCH contre les retours d'eau, qui fait référence à l'arrêté de septembre 2021, avec un certain nombre de questionnements. Et il y a encore un sous-groupe de travail qui y œuvre en lien direct avec le ministère de la Santé. Donc on vous en parlera à l'occasion d'un autre webinaire ou sous une autre forme. Un autre groupe sur la désinfection des réseaux, qui est une thématique très d'actualité. Et puis enfin, le sous-groupe de travail 4, qui concerne les matériaux en contact avec l'eau, fort de l'évolution et la mise à jour des directives européennes sur les matériaux en contact avec l'eau, et notamment tous les aspects nouveaux en lien avec la certification sanitaire. Donc aujourd'hui, je vais bien me focaliser sur les travaux issus du sous-groupe 1 sur l'analyse des risques. Donc, ce sous-groupe de travail 1 avait pour objectif de proposer une méthodologie d'évaluation des risques conformément aux exigences de l'arrêté du 30 décembre 2022 qui vient de vous être présenté. Et on a phosphoré pendant 10 réunions sur la période de 2022 à 2024 avec la volonté de publier 2 documents. Le premier, un guide d'application pour la mise en œuvre de cette analyse des risques, et un second qui est une grille d'analyse des risques opérationnels que les professionnels en charge de cette analyse des risques pourront s'approprier pour réaliser l'analyse de risque en question à travers une revue de documentaire et une visite sur site. J'en profite pour remercier l'ensemble des contributeurs de ce groupe de travail que vous voyez ici. Je ne vais pas les citer dans le détail, mais ils se reconnaîtront et j'espère qu'ils sont connectés, ainsi que Marine Brunier et puis Adeline, j'ai changé le prénom, désolé Adeline Clifford pour le suivi des groupes de travail qui nous ont bien aidés à l'organisation de ce sous-groupe de travail.
Alors, on a souhaité, donc vous le verrez, hein, les extraits schématiques qui sont dans cette présentation sont repris du guide d'application. Donc, vous pourrez prendre connaissance dans le détail, notamment de cette roue d'amélioration continue. On l'a utilisé, pourquoi? Parce que c'est dans la continuité du travail qui a été fait dans le cadre du PGCCE sur l'adduction du réseau d'eau publique, hein, de la production jusqu'à la distribution au niveau du compteur des bâtiments intérieurs. On a souhaité prendre la même forme pour que, effectivement, il n'y ait pas de rupture dans l'analyse complète de la production d'eau potable jusqu'au point d'usage de l'utilisateur. À travers ce schéma, on a souhaité repréciser les différents rôles à la fois du professionnel en charge de l'analyse des risques et puis du propriétaire. Le professionnel en question, lui, il a notamment en charge les tâches suivantes, hein, qui sont de déterminer si les installations de DCH sont bien soumises à l'arrêté et comment organiser sa mission, puisque comme vous l'avez vu au niveau de l'arrêté, il y a bien des impératifs et un périmètre d'application de l'arrêté, donc c'est la première chose à réaliser. Il faut nécessairement identifier tous les intervenants du bâtiment concerné. Alors, ils ne seront pas forcément présents lors de la visite. En tout cas, il faut bien les identifier pour que dans le rapport d'analyse, ils soient bien précisés. Il y a une analyse du système documentaire sur place. Donc, on passe en revue tous les documentaires, tout le système documentaire existant. On identifie les événements dangereux, les dangers. On évalue les risques grâce à la grille qui est proposée. Et on finit par hiérarchiser ces risques résiduels, puisque le maître d'ouvrage, s'il se trouve avec 20, 50 non-conformités, il doit être en capacité de pouvoir traiter les non-conformités majeures dans un ordre de priorité, notamment en fonction des opérateurs disponibles sur le terrain et surtout des budgets associés annuellement. Et enfin, ce professionnel doit déterminer et valider les mesures de gestion des maîtrises des risques à mettre en place. On est bien sur une photographie de l'installation, mais il y a des préconisations à travers des mesures de gestion des maîtrises des risques que le professionnel doit donner. En face, on a le propriétaire, qui est bien le demandeur de cette analyse des risques, qui, lui, une fois que cette analyse des risques est réalisée, il a à disposition un document initial avec des mesures de gestion des risques qui ont été identifiées par le professionnel. Il doit bien élaborer et mettre en place et maintenir un plan d'action, d'amélioration, voire de mise à niveau de ces installations, en définissant des modalités de suivi, bien sûr, de ces mesures de maîtrise des risques, puisque en fonction des mesures de gestion qui sont mises en place, il y a forcément un suivi à une fréquence déterminée qui doit être mise en œuvre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive. Et si dérive il y a forcément des actions correctives à mettre en place. C'est bien l'objet du 8e module qui est précisé ici, c'est une vérification de l'efficacité des mesures prises et de réviser l'évaluation des risques. Vous avez vu que tous les 6 ans, le propriétaire, à son initiative, doit réviser l'évaluation des risques. Donc recommencer, redemander aux professionnels de repasser et de voir si on a, dans l'analyse des risques, réalisé une amélioration par rapport à l'analyse des risques initiale. En résumé, sur ces deux transparents, il est de dire que l'analyse de risque, c'est bien une première étape de la gestion en continu des installations de DCH vis-à-vis de la sécurité sanitaire de l'eau et des impacts sur la santé humaine. Vous voyez que le propriétaire, lui, doit se saisir des résultats et des conclusions de l'analyse des risques pour appliquer sur son installation des mesures de gestion pour améliorer ces deux aspects. Si cette analyse des risques est remisée dans un placard, il n'y aura aucun impact sur la meilleure gestion des réseaux et donc sur l'amélioration effective de la qualité de l'eau au point de distribution. Alors, juste pour rappeler quand même les rôles de chacun, le propriétaire, le maître d'ouvrage, en fonction de l'organisation, notamment de la délégation contractuelle des bâtiments, c'est bien le responsable de l'évaluation des risques. Le professionnel en charge de l'évaluation des risques est nommé par l'arrêté comme une personne compétente pour réaliser cette analyse des risques. À ce titre, comme le précise l'arrêté dans son annexe, il doit indiquer ses certifications, sa formation et expérience dans le domaine pour faire cette analyse de risque. On peut vous préciser qu'à ce titre, la certification QB24 sur l'analyse des risques, donc au niveau 1,
est une preuve de la conformité et donc de la compétence de ces professionnels pour réaliser cette analyse des risques conformément aux exigences précisées en annexe de cet arrêté. Pour bien comprendre à quel moment on doit mettre en place cet arrêté, l'arrêté vous précise, l'analyse des risques, pardon, l'arrêté vous précise 2 temps d'application. On est bien au 1er janvier 2029, mais au 1er janvier 2029, cet arrêté, cette analyse des risques va s'appliquer d'une part dès la mise en service, dès la réception du bâtiment. C'est pour cette raison que dans le guide d'application, on vous a précisé 2 logigrammes pour bien comprendre le jeu d'acteurs qui se déroulait lors de la phase de conception-réalisation. Donc, dès la réception du bâtiment, l'analyse des risques doit être menée. Donc, le maître d'ouvrage propriétaire doit rassembler tous les documents précisés dans l'arrêté et détaillés dans le guide d'application. Et également sur tous les bâtiments, dans le périmètre de l'arrêté, bien entendu, sur les bâtiments en cours d'exploitation. Donc, on vous a rassemblé également sur le logigramme exploitation les acteurs qui sont un petit peu différents lors de l'exploitation de ces bâtiments. Sur ces 2 périmètres, il y a effectivement une révision de l'analyse des risques, qu'il soit dès la conception, dès la phase de réception ou en cours d'exploitation. Il y a une phase de préparation et d'organisation de cette analyse de risque, puisque le périmètre est extrêmement important pour réaliser l'analyse en question. Et en fonction de l'importance du bâtiment, le périmètre sera plus ou moins complexe. Donc, il y a un échange préalable qui doit être réalisé entre le propriétaire et le professionnel sur des informations à minima à échanger. En ce qui concerne notamment le bâtiment à visiter, on peut comprendre que dans un établissement de santé qui va comporter beaucoup de bâtiments, le périmètre en question d'une ou plusieurs analyses des risques, là on pourra en rediscuter à l'issue de cette présentation, mais on peut comprendre qu'il y ait plusieurs analyses de risques sur un établissement de santé, puisque plusieurs réseaux de chaude sanitaire. Les plans des réseaux sont à donner, si disponibles, aux professionnels avant la visite, le fichier sanitaire des réseaux, les calculs et rapports d'équilibrage, le cas échéant, et les procédures de maintenance, d'entretien, traitement, le cas échéant. Tout cela, ça va permettre aux professionnels de bien cibler le périmètre d'intervention et de caler avec le propriétaire l'intervention proprement dite lors de la visite. Donc, c'est ce que je vous précisais en préambule, c'est que ces modalités vont être nécessaires à fixer pour définir la réalisation effective de l'analyse des risques. Donc, fonction de la complexité du réseau, il y aura un temps nécessaire alloué et ce temps nécessaire sera directement en lien avec le coût pour le propriétaire in fine. Donc, pour repréciser les choses, on est sur un objectif de l'analyse des risques qui est bien un état des lieux représentatif du fonctionnement de l'EDCH à travers la visite sur site. Donc, on n'a pas la prétention, à travers cette obligation réglementaire et à travers le guide d'application, de passer de manière précise le long de tous les tuyaux et composants du réseau, mais c'est bien par sondage que va être effectuée cette analyse des risques par un certain nombre de points de contrôle qui vont être définis dans la grille d'analyse. Alors, cette méthodologie, on l'a voulu en 6 étapes que je vais vous détailler maintenant. Une première étape qui est de décrire les bâtiments et les réseaux lors d'une ou de plusieurs visites. L'étape 2 consiste à réaliser pendant la visite la compilation des documents existants, puisqu'il va bien falloir nommer l'ensemble des documents qui vont être visés lors de cette visite, non pas les récupérer, les copier et l'insérer dans l'analyse, les conclusions de l'analyse, mais c'est bien le fait de répertorier l'ensemble de ces documents existants qu'il faudra procéder. Il y aura une vérification de la conformité du réseau par rapport à un certain nombre de points de contrôle et une identification des événements dangereux et des dangers associés aux installations. Ces dangers, on les a mis en 5 catégories. La première catégorie qui est le risque organoleptique à travers les paramètres turbidité, couleur, odeur, goût. Le risque chimique, où on va retrouver le chlore, le cuivre, le fer, le zinc, le manganèse. Un deuxième risque chimique pour différencier avec les limites, les références de qualité et les limites de qualité de l'arrêté de janvier 2007.
On pourra s'y attarder tout à l'heure aussi par rapport à cette liste. Il y aura peut-être des commentaires. En tout cas, la catégorie limite de qualité est classée avec les paramètres plomb, nickel, chrome notamment. La catégorie microbiologique où l'on va retrouver les dangers virus et en particulier la Legionella pneumophila. Et enfin, le risque physique qui va rassembler notamment le risque de brûlure et les températures trop élevées et éventuellement un risque d'explosion qui est plutôt mineur dans ce genre d'installation, mais qui n'est pas à évacuer d'emblée. On vous a présenté aussi, et vous le verrez dans le guide d'application, un certain nombre d'exemples qui vous proposent des événements dangereux et comment classer ces dangers à travers ces exemples d'événements dangereux. La troisième étape va consister, comme dans une méthode HACCP classique, à définir en fonction de ces dangers et donc de ces non-conformités, on va associer une probabilité d'occurrence. Donc vous voyez, on les a mis à hauteur de 3 niveaux. On va considérer qu'on a une probabilité d'occurrence qui est faible lorsque la fréquence d'apparition de l'événement dangereux est supérieure à 1 an ou s'il s'agit d'un événement isolé de courte durée. On va considérer que la probabilité d'occurrence est moyenne lorsque on a la fréquence qui est entre 1 an ou 1 mois, et enfin elle sera forte lorsque la fréquence soit inférieure à 1 mois ou que l'événement soit répétitif de durée importante. Donc vous voyez, il y a une cotation qui est faite pour ces 3 niveaux d'occurrence qui est de 2, 4 et 6. Le pendant, on a réalisé pour classer également la gravité des dangers à travers 3 niveaux, qu'on va également retrouver en niveau faible, moyen et fort, et associer les catégories de dangers que je vous ai précisées tout à l'heure, à savoir la dégradation organoleptique de l'eau pour la gravité faible, la présence d'agents chimiques pour la gravité moyenne, et on sera exclusivement sur les risques chimiques liés au dépassement éventuel de références de qualité, et enfin le risque fort en ce qui concerne les dangers microbiologiques, physiques et agents chimiques liés aux limites, au dépassement des limites de qualité. Lorsqu'on a réalisé ce travail de déterminer pour chaque non-conformité la probabilité d'occurrence et de gravité du danger, on va associer en faisant simplement la multiplication de cette probabilité par cette gravité pour obtenir une note qui va nous donner le niveau de risque initial de ces non-conformités. Donc vous voyez qu'on a, à travers ce tableau, fait les multiplications et considéré qu'on avait un niveau de risque initial qui va être faible lorsqu'on est entre 4 et 8, qui va être moyen lorsqu'on sera entre 12 et 16 et qui va être fort lorsqu'on sera entre 24 et 36. L'étape 5 va rajouter une tâche supplémentaire qui est pour aboutir au niveau de risque résiduel, qui est de définir l'existence de mesures de maîtrise de risque. C'est-à-dire que à partir du risque initial qu'on vient de calculer, ce risque initial peut être minimisé par la réalisation d'actions préventives et donc des actions de mesure de maîtrise qui vont réduire ce risque initial et donc induire un risque final qui est plus faible. On a évalué donc l'efficacité de ces mesures de maîtrise qui peuvent être mises en place par 3 niveaux également. Donc ça peut être des mesures de maîtrise qui sont manquantes et pour le coup la cotation va être de 1. On peut avoir des mesures de maîtrise qui sont mises en œuvre mais qui sont incomplètes ou inadaptées, par conséquent inefficaces. La cotation va être de 2. Et enfin, des moyens préventifs qui sont mis en œuvre et qui sont suffisants et adaptés et pour le coup efficaces, la cotation va être de 4. L'opération va simplement consister à diviser le risque initial que l'on a calculé par cette cotation finale sur l'évaluation de l'efficacité des mesures de maîtrise mises en place pour aboutir à ce fameux risque résiduel qui va être le risque proprement dit et spécifique à chaque non-conformité identifiée. On a le même type de classement par rapport au risque initial. Vous voyez que le risque résiduel va être classé à travers le résultat de 1 à 4 comme un risque final résiduel, donc faible, avec aucune action nécessaire. Un risque résiduel entre 6 et 12
qui va être considéré moyen avec des actions souhaitables, et enfin avec un risque résiduel de 16 à 36 avec un risque fort avec des actions nécessaires. Donc vous voyez le code couleur que l'on a voulu assez simple pour pouvoir différencier vraiment la hiérarchisation des actions à faire à l'issue de cette analyse des risques. Donc c'est ce que je vous disais, hein, l'étape 6 consiste à identifier les mesures de gestion des risques à mettre en place, qu'elles soient préventives ou correctives, pour réduire le risque au niveau le plus bas possible, voire de supprimer pour, in fine, prévenir toute atteinte à la santé humaine. Donc à travers l'ensemble de ces étapes, nous sommes en capacité de renseigner un tableau dont vous voyez l'intitulé de chaque colonne. Donc on va passer un ensemble de points de contrôle qui va vous être détaillé dans la grille opérationnelle. Chaque point de contrôle va être associé à un événement ou pas qui peut se produire. Cet événement, on va identifier un danger et ce danger va forcément demander à l'opérateur, au professionnel, de déterminer une gravité associée à une probabilité pour aboutir à un risque initial, lui-même réduit par une mesure de maîtrise éventuellement présente pour aboutir à un niveau de risque résiduel. Ce niveau de risque résiduel identifié, le professionnel compétent, je vous le rappelle, doit être en capacité de mettre en place, pardon, pas de mettre en place, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, c'est de proposer des actions à mettre en place pour le propriétaire. Donc c'est finalement, une fois qu'on a la photographie, le professionnel doit être en capacité de l'orienter sur des actions complémentaires. Si c'est un plan, par exemple, de maintenance sur le système de traitement d'eau, le professionnel doit orienter vers la complétude du carnet sanitaire. C'est un exemple de mesure de gestion que le professionnel doit préciser dans l'analyse de risque et dans sa conclusion. Donc pour cela, on vous propose, et le groupe de travail a élaboré un guide qui est accompagné, donc le guide d'application, d'un fichier Excel qui donne une trame à destination des professionnels pour réaliser cette analyse de risque. Donc ces mesures de gestion, c'est bien la suite de cette analyse des risques. Vous vous rappelez, sur ma roue initiale, sur mon schéma, il y avait les obligations du professionnel, mais le propriétaire a aussi des obligations, fort des conclusions de l'analyse des risques. Donc ces conclusions peuvent être de différentes natures en fonction de ces conclusions, qui peuvent être par exemple la réalisation d'un diagnostic. Typiquement, si on constate des températures inférieures à 50 degrés sur les retours d'eau chaude sanitaire, on est dans une situation à risque légionnel, donc risque microbiologique, danger microbiologique avec une probabilité d'occurrence. On se doit de proposer, en tout cas le professionnel qui réalise l'analyse des risques, doit orienter vers un diagnostic sanitaire de l'installation, diagnostic forcément hydraulique, repérage de l'ensemble des canalisations et recalcul du dimensionnement de la boucle d'eau chaude sanitaire. On peut vous préciser que, par exemple, la certification QB24 niveau 2 certifie la compétence et l'aptitude de ces sociétés à réaliser ce type de diagnostic sanitaire sur notamment le dimensionnement de ces boucles d'eau chaude sanitaire. Mais ça peut aussi être d'autres types d'actions. On vous l'a précisé tout à l'heure, Nadège Lafargue vous précisait qu'on peut mettre en place une surveillance ou des analyses d'eau. Effectivement, lorsqu'on identifie une non-conformité qui est susceptible d'engendrer la présence d'éléments chimiques, par exemple, et des dépassements de la limite de référence ou la limite de qualité, le professionnel doit bien préciser dans ses conclusions que le propriétaire doit procéder à des analyses d'eau sur ce paramètre en particulier. Et à minima, puisque la directive européenne mentionne clairement les légionelles et plombs, c'est ce qui est visé en premier lieu, en premier lieu, donc la légionelle et le plomb, mais sur tout autre paramètre qui peut engendrer un risque sanitaire, puisque je vous le rappelle, c'est vraiment l'impact sur la qualité de l'eau et sur la santé du consommateur. Donc la mise en œuvre de mesures de gestion effectivement du risque permettant de supprimer et atténuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les événements dangereux des installations EDCH. Voilà, de mon côté, j'ai terminé. Donc, je vous invite à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat pour que Jean et Frédéric puissent en prendre connaissance et puissent nous les poser à l'issue de l'intervention. Donc, on va passer désormais sur l'exemple et la présentation d'un exemple sur cette grille Excel. Bonjour à tous.
Donc, je vais vous faire un focus spécifiquement donc, sur la grille Excel qui a été mise à disposition par le groupe de travail en complément donc, du guide méthodologique qu'Olivier vient de vous présenter. Donc, cette grille d'analyse, ce fichier, donc, il se présente donc, sous Excel, il comprend 6 onglets. Il reprend point par point la trame de l'arrêté, la trame de rapport qui est dans l'annexe de l'arrêté et la méthodologie qui a été prise dans le guide. Elle est principalement à destination donc, des professionnels en charge de l'analyse des risques. Et basiquement, elle est sous la forme d'un formulaire à remplir sous les différents onglets que je vais vous présenter tout de suite. Il convient d'insister que le fichier il est non verrouillé, il n'est pas forcément exhaustif et il y a une certaine latitude qui est laissée à l'opérateur, au professionnel qui est en charge de l'analyse des risques pour adapter le fichier, pour dupliquer, pour amender les points de contrôle qui sont répertoriés. Donc ici, vous avez la correspondance entre le rapport complet qui est prévu dans l'annexe 2 de l'arrêté. Donc vous avez sur la partie gauche, où on retrouve identification de la mission, les points de contrôle à vérifier, que ce soit la partie système documentaire ou la grille d'analyse en tant que telle, avec tous les points de contrôle de l'installation à vérifier. Ensuite, une synthèse à inclure dans le rapport, la signature de l'opérateur, les compétences du professionnel qui réalise l'analyse des risques, qu'on a fusionné avec la partie 1, identification de la mission. Et puis enfin, la liste des documents qui ont été transmis par le propriétaire et consultés lors de la visite. Alors, je vais vous faire... Donc, voici le fichier. J'espère que vous le voyez bien. Donc là, ici, vous êtes sur l'onglet 1, identification de la mission. Donc, tous les champs en bleu sont à remplir. On va retrouver donc l'identification, bien sûr, l'heure, la date de la visite, l'identification des intervenants, donc le propriétaire ou alors peut-être le gestionnaire par délégation contractuelle, les sociétés de maintenance du réseau, alors qui participent pas forcément à la visite, mais on les identifie pour chaque partie de l'installation. Ensuite, la présentation, l'identification du professionnel réalisant l'analyse des risques, dont ses compétences, par exemple sa certification avec sa date de validité, son formation, expérience, d'autres personnes présentes éventuellement. Ensuite, on passe à l'identification du bâtiment concerné. Donc là, vous avez un exemple qui a été pré-rempli. Au-delà de la description du bâtiment, ce qu'il faut peut-être... le point le plus important, finalement, ça va être aussi la capacité d'accueil, où là, on doit être au-delà de 50 personnes, et les volumes d'eau consommés par jour, où on est au-delà de 10 mètres cubes. Donc là, on est bien couvert par l'arrêté. Et donc ensuite, on fait une présentation, une description de la production d'eau chaude. Et enfin, la description du réseau un peu général, bouclé et non bouclé. Donc voici pour l'identification de la mission. Ensuite, on passe sur le volet du système documentaire. Donc là, on a répertorié tous les documents qui doivent être soit fournis en amont de la visite, soit vus pendant la visite par le professionnel. Bien sûr, c'est à adapter selon chaque installation. Et peut-être certaines lignes doivent être dupliquées, d'autres à supprimer. Et donc, pour chaque ligne, on va pouvoir choisir si le document en place est existant et conforme ou partiellement conforme, absent ou non conforme, ou peut-être non applicable. Voilà, donc par menu déroulant, on peut remplir le champ. Donc là, vous avez de même un exemple rempli. Ensuite, on passe sur la partie donc, grille d'analyse des risques. Donc là, la grille, elle va se déployer, elle va déployer en fait la méthode qui est décrite dans le guide. Donc vous retrouvez ici toutes les colonnes qui ont été décrites par Olivier juste avant. Et puis on reprend par étape l'ensemble de l'installation, de la panoplie de comptage d'eau jusqu'au point d'usage ou jusqu'au changement de type de réseau, avec des grands postes de contrôle. Alors tous ne seront pas forcément applicables, mais ça donne quand même une trame des points à vérifier. Donc là, c'était pour vous montrer une vue des points de contrôle.
Mais donc là, j'ai déployé chaque grand ensemble et vous voyez que on va pouvoir avoir une multitude de points de contrôle à remplir pour chaque thématique. Donc ici, si on s'attarde sur la panoplie de comptage d'eau, on va avoir des champs en bleu à remplir, soit par menu déroulant, soit par saisie. Et puis, donc, pour chaque point de contrôle, on a le choix finalement de soit avoir le professionnel va estimer que ce point est conforme, ou alors il n'est pas applicable, ou alors il n'est pas conforme. Et donc, on va pouvoir remplir, cocher la case correspondante. Si la colonne, si le point de contrôle n'est pas conforme, alors à ce moment-là, on va déployer toute la ligne de l'analyse des risques et de l'événement dangereux qui va pouvoir se passer. Donc, je vais vous faire un exemple. Alors juste un petit point complémentaire. Dans le cas où toute une partie ne serait pas applicable, on a aussi la possibilité de rendre l'ensemble des champs non applicables et donc tout le bloc se grise, ce qui peut faciliter la tâche de l'opérateur. Donc un exemple, par exemple, ici, donc on est dans la partie production d'eau chaude sanitaire. Ici, on constate, alors l'événement dangereux, il peut être aussi provoqué par une absence d'information. Donc là, typiquement, on a constaté qu'il y avait la température de retour de boucle générale n'était pas disponible. Donc là, on est dans un événement dangereux potentiel. Donc on peut inscrire donc l'événement qui peut arriver, donc c'est le développement de légionelle. Le danger associé, donc il est microbiologique. La probabilité, donc l'opérateur a estimé qu'elle était importante et les mesures sont manquantes. Donc vous voyez que le fichier, il va associer des notations de manière automatique et des colorations aussi du niveau de risque. Donc là, la mesure de gestion proposée qui peut être faite par le professionnel en charge de l'analyse, ça peut être un audit hydraulique sanitaire. Donc voici une démonstration en direct. On peut avoir un événement dangereux qui va provoquer plusieurs dangers. Donc à ce moment-là, il faudra dupliquer les lignes. On peut aussi avoir plusieurs événements dangereux avec une même mesure de maîtrise qui va clôturer les deux. Donc là, par exemple, on a un dispositif anti-pollution qui est EB alors qu'il devrait être EA, et en plus, il ne comporte aucun marquage, alors que l'arrêté du 10 septembre 2021 le demande. Donc là, on peut tout à fait, en remplaçant en fait le dispositif anti-pollution par un clapet EA avec un marquage NF, on peut répondre à deux non-conformités. Donc voici pour la grille d'analyse. Je balaye un peu rapidement, mais vous pourrez le regarder dans le détail puisque ce sera disponible sur le site de l'AST. Juste en complément, le fichier permet également de faire une synthèse automatique. Voilà, donc on peut décliquer une case qui nous permet de faire ressortir uniquement les événements dangereux qui ont été identifiés avec les risques résiduels. Et puis donc l'opérateur peut ensuite inscrire des priorités pour les mesures de gestion qu'il a préconisées. Voilà, donc ça permet de sortir une synthèse à la fois sur la base du système documentaire et des points de contrôle vus pendant la visite sur l'installation. Ensuite, le fichier, il comporte également voilà, bon, des champs pour finaliser le rapport, donc la liste des documents qui ont été fournis ou consultés et la validation par le professionnel. Vous avez d'autres onglets qui ne seront pas directement utilisés dans le rapport d'analyse des risques, mais qui permettent d'avoir les définitions qui sont reprises dans le guide. Et puis, pour ceux qui veulent adapter un peu le fichier, vous avez tous les menus déroulants qui sont contenus dans la grille.
Donc voilà pour la partie analyse des risques. Donc en conclusion, comme on vous le disait, donc ces 2 documents sont disponibles, sur le site de l'AST. Donc à la fois, le guide d'application qui permet d'offrir une méthodologie, répondant à l'arrêté, et puis ce fichier Excel qui est un outil clé en main, pour le professionnel. Donc ils sont déjà disponibles sur le site. Vous pouvez aller les consulter plus en détail. Pardon? Dans le coin lecture. Dans le coin lecture, d'accord. Voilà. Juste pour conclure, le travail qui a été fait par le groupe, n'est pas terminé. Là, c'est finalement, on offre une première version, une première méthodologie et la grille, Excel est quand même destinée à vivre. Donc, on envisage de mettre à jour ce guide, si nécessaire, et également le fichier suite aux retours d'expérience concrets, qui reviendront du terrain, sachant qu'elle a quand même été la grille Excel a déjà été testée sur le terrain, mais bon, on envisage tout à fait de pouvoir la modifier au fur et à mesure, de sa vie. Par ailleurs, la principale, problématique qui peut se poser, c'est d'avoir aussi des niveaux de risques, identifiés qui puissent différer selon les professionnels. Donc là, on envisage aussi, de peut-être mettre en place une sorte de foire aux questions, via un groupe de travail pour, donner des réponses concrètes à des professionnels ou des propriétaires qui se posent, des questions sur la qualité, de l'analyse des risques. Donc, pour le moment, les modalités sont pas tout à fait définies. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, nous espérons que tout s'est bien passé à distance. En tout cas, nous, chez nous, ça s'est bien passé. Mais on n'a pas trop de mérite puisqu'on est en présentiel. Nous savons pertinemment que nous n'avons pas répondu à l'ensemble de vos interrogations. Donc, on a souhaité, durant cette heure et demie, de laisser une assez grande place, hein, parce que vous voyez qu'il est 11h20 seulement. Et c'est un webinaire qui vous laisse la place pour poser vos questions. Alors, vous aurez vos questions, on aura nos réponses. Vous satisferont peut-être pas entièrement. En tout cas, on va faire l'exercice. Donc, pendant que le webinaire s'est déroulé, j'espère qu'il y a eu quelques questions. Je regarde Jean et Frédéric. Il y a eu quelques questions, donc on va pouvoir ne pas clôturer tout de suite le webinaire. Donc, on va s'organiser pour que Jean et Frédéric prennent la parole et nous distribuent les questions. On va voir qui a même plus vous donner des éléments de réponse, mais on ne s'interdit pas de aussi donner la parole à des personnes dans la salle s'il y a des compléments ajoutés. Dans l'esprit, on ne vous donne pas la parole, on est désolé parce que vous êtes un peu trop nombreux. Mais n'hésitez pas à poser vos questions et on s'engage en tout cas à les lire s'il y en a vraiment trop à l'issue des webinaires et éventuellement vous donner des réponses dans les semaines qui viennent. Merci à Jean et Frédéric pour leur attention lors de ce webinaire. Alors, on va commencer la session questions-réponses. Juste une remarque préliminaire. La question a été posée sur la disponibilité, comment accéder au guide et à la grille. Et donc, la réponse a été donnée dans le chat. Marine, si vous pouvez renvoyer le lien pour accéder en direct aux 2 éléments qui vous ont été présentés ce matin. Donc, on va attaquer les questions. Je propose qu'on passe les questions. Il y en a une vingtaine pour l'instant. Et si vous en avez, n'hésitez pas à continuer à en poser. La première question qui vient concerne la certification des intervenants, en fait, des gens qui vont faire ce diagnostic. Et est-ce que la QB24 que tu as mentionnée est la seule certification reconnue par l'ARS ou je ne sais pas si c'est l'ARS qui reconnaît la certification. Est-ce qu'elle est obligatoire ou recommandée? Alors, je vais donner des éléments de réponse et puis Nadège pourra peut-être compléter. À ma connaissance, la certification QB24 telle qu'elle est une des seules existantes. Moi, directement, j'en ai pas connaissance de précise et aussi spécifique et avec ce périmètre en question et qui répond aux exigences de l'arrêté. Mais s'il y en a d'autres,
effectivement, il faut l'indiquer dans le chat. On a souhaité le préciser pour ne pas se trouver dans une situation, et c'est, je pense aussi, une des volontés du ministère, d'imposer finalement une opération à réaliser sur les bâtiments, qui est l'analyse des risques, et en face, d'avoir des professionnels qui ont des compétences plus ou moins variées, avec des conclusions d'analyse des risques très hétérogènes sur le territoire. Donc l'objectif est de vraiment venir homogénéiser la prestation des professionnels. Et pour cela, il faut des professionnels compétents. Et effectivement, au CSTB, il y a une certification QB24 qui existe maintenant depuis 2008 ou 2009 et qui s'appelait précédemment REX, qui aujourd'hui s'appelle QB24, avec différents niveaux. Et c'est bien le niveau 1 qui répond au niveau analyse de risque et qui permet donc de se reconnaître compétent si on a bien sûr cette certification pour pouvoir faire cette prestation. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres pour le moment sur le territoire. Obligation, je ne pense pas. De toute façon, la certification reste toujours du domaine volontaire. Néanmoins, je ne sais pas de quelle manière seront traités des professionnels et surtout les conclusions d'analyse de risque avec des sociétés qui n'auraient pas reconnu leurs compétences au sens large, puisque c'est quand même une recommandation forte de l'arrêté et notamment au niveau de son annexe. Je ne sais pas si Nadège, vous voulez rajouter quelque chose. Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Oui, c'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Et oui, je n'ai rien à ajouter en particulier sur la question. Alors, il y a une question pratico-pratique. Mais comment obtient-on la certification? Enfin, comment on rentre dans une démarche de certification et pratico-pratique? Comment on peut l'obtenir? Alors, je ne sais pas si c'est le lieu aujourd'hui de dérouler tout le process, parce que pour ceux qui ont mis le doigt dessus, c'est un process comme un autre, et le process de certification demande un certain nombre d'exigences pragmatiques. Il faut prendre contact avec Anne-Sophie, et puis il faut déjà effectivement lire le guide, mais si vous voulez aller plus loin sur cette certification, il faut prendre contact avec le CSTB directement. L'idéal, c'est quand même d'avoir pratiqué le diagnostic, l'analyse des risques, préalablement pour avoir suffisamment de matière et démontrer ses compétences. Alors, il y a le président de QB24 qui est présent dans la salle. Il peut peut-être rajouter certains éléments d'information. Non, je te faisais signe. Le guide, effectivement, il y a un guide détaillé de cette certification qui est disponible sur le site du CSTB dans l'onglet QB24. Et une chose qui n'apparaît pas dans les diapos qui ont été présentés, il y a deux niveaux qui ont été présentés dans cette analyse de risque. Le premier niveau qui est l'analyse de risque, donc niveau 1. Ensuite, la rédaction des actions correctives qui est le niveau 2. Mais il y a aussi un niveau 3 qu'il est possible de passer, qui est l'accompagnement aux travaux réparatoires, aux non-conformités qu'on aurait pu identifier, tout simplement. Et il y a donc, merci. Il y a plusieurs questions aussi sur le domaine d'application que tu as déjà, je pense, mentionné, mais est-ce que ça s'applique aux nouveaux ERP ou à tous les ERP? Et que se passe-t-il si un ERP ne réalise pas son analyse? Est-ce qu'il y a quelles sont les sanctions, en gros, quelles sont les obligations? Comment est-ce qu'on peut obliger un ERP à faire cette analyse? Dans un premier temps, effectivement, le champ d'application, nouveaux ERP. Alors, je me lance. La date est effectivement le 1er janvier 2029. Donc, au 1er janvier 2029, si les bâtiments qui sont listés avec le périmètre bien défini dans l'arrêté, ces propriétaires n'ont pas réalisé l'analyse des risques, ils ne seront pas conformes réglementairement. Ça, c'est la première chose. La seconde chose est que vous avez vu que lorsque l'analyse des risques conclut à des non-conformités, les mesures de gestion que doivent mettre en place ces propriétaires doivent être transmises au directeur général de l'ARS. Donc c'est une démarche proactive du propriétaire vers les instances sanitaires. Donc déjà, nul n'est censé ignorer la loi, hein, comme on le rappelle assez souvent. Donc le propriétaire qui rentre dans ce champ d'application de par son périmètre de bâtiment et de par son fonctionnement, parce que je rappelle aussi, c'est 50 personnes en termes de
de population desservie et 10 mètres cubes d'eau froide par jour, doit faire cette démarche proactive d'analyse des risques et de fournir les mesures de gestion par rapport à des non-conformités qui auraient été identifiées dans l'analyse des risques. Donc là, je dirais que ce n'est pas une inspection des agences sanitaires, de l'ARS ou du ministère qui est mise en œuvre pour vérifier que le propriétaire est bien dans les clous, mais c'est bien à l'inverse, une obligation de fournir les résultats des non-conformités par rapport à la qualité d'eau, par exemple, et surtout des mesures de gestion que le propriétaire a mis en œuvre. Donc c'est vraiment ce mécanisme-là que l'arrêté met en place. Vous donnez une sanction. La sanction, on va se trouver dans un mécanisme assez classique que les ARS connaissent extrêmement bien par rapport, par exemple, aux paramètres légionnels présents dans les réseaux, avec une certaine gradation en fonction du type d'établissement. Alors, je ne veux pas m'exprimer à la place des instances sanitaires, mais en tout cas, il y a une gradation de voire mise en demeure, voire plus, s'il y a un risque sanitaire avéré pour le coup, puisque je vous rappelle que l'analyse des risques est bien une photographie et que le propriétaire doit développer cette photographie, si je prends cette image-là, pour aller vérifier que le risque est avéré en faisant une analyse, par exemple, légionnelle, et vérifier que, effectivement, oui ou non, on est non conforme réglementairement par rapport aux paramètres légionnels. Et pour le coup, cette analyse est fournie, donc non conforme, aux instances sanitaires, à l'ARS, et l'ARS a un pouvoir de sanction, effectivement, qui est à différents niveaux, encore une fois, et qui peut aller jusqu'à une mise en demeure forte, voire une fermeture d'établissement s'il y a un risque pour l'usager qui est hébergé dans cet établissement. Des compléments d'information peut-être autour de moi, Monsieur Potier. Là, c'est l'aspect plutôt administratif avec l'ARS, mais il ne faut pas oublier que s'il s'avérait qu'il y a un cas dramatique sur un bâtiment, cette analyse pourrait devenir opposable dans le cadre éventuellement d'une expertise, pourquoi pas de dommage d'ouvrage. Je ne sais pas si vous avez un peu vu ce qui s'est passé récemment sur la cassation avec l'interprétation du juge de cassation sur l'aspect sanitaire et le faire entrer dans la dommage ouvrage. Je vous invite à lire un petit peu le sujet en ce moment. Et puis surtout, en cas de procédure pénale, civile ou administrative, donc sur les procédures d'expertise judiciaire pour ne pas les citer, il est clair que l'expert peut vous demander de diffuser ou de communiquer ce document, et à travers la lecture qu'il en fera et des actions qui auront été mises en face, il peut éventuellement fixer des imputabilités qui sont suivies par le juge du fond si nécessaire. Donc ça a quand même une portée assez importante sur la responsabilité du maître d'ouvrage, du gestionnaire, du mainteneur, etc. J'ai du mal avec le bouton. Écoutez, je pense qu'on a en partie répondu à la question. Enfin, on a donné des éléments de réponse. Effectivement, ce n'est pas un sujet trivial, mais en tout cas, il faut bien avoir en tête que l'obligation, elle incombe au propriétaire et il ne faut pas attendre une inspection inopinée de l'ARS pour faire l'étonner et de voir qu'on a un certain nombre de non-conformités sur les réseaux. On sait pertinemment aujourd'hui que ces installations d'eau ont toutes certaines fragilités, quelles qu'elles soient, après avec des risques plus ou moins majeurs, mais en tous les cas, il ne faut pas attendre cette analyse de risque pour s'en saisir. Et quand ce sera réglementaire, les sanctions seront d'autant plus importantes. Alors, il y a, dans la continuité des échanges, il y a des questions sur le rôle, alors je me retourne vers Nadège, la fac, le rôle des ARS, notamment dans la manière dont quelle suite avons donné au dossier, comment avons prendre en compte la sensibilité du public fréquentant le bâtiment, etc. Voilà, je vous livre la question. Du coup, la question, c'est sur comment les ARS vont pouvoir communiquer. Et comment vont-elles s'approprier l'analyse des risques qui va être faite et éventuellement émettre des exigences supplémentaires
sur la qualité des risques, de l'évaluation des risques identifiés. Après, l'appropriation de l'arrêté, justement, le guide, il est utile pour bien le comprendre et appliquer l'arrêté. Après, pour la suite de la question, c'est si... Si les ARS doivent être en mesure de émettre des exigences supplémentaires en fonction de la qualité de l'analyse du risque, des résultats de qualité d'eau et de sensibilité du public fréquentant l'établissement correspondant. Alors, c'est clair pour moi, si je peux me permettre, qu'il y a deux choses. La première, c'est celle que j'ai déjà résumée tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une non-conformité avec des analyses qui vont au-delà des seuils réglementaires, ça arrive sur le bureau de l'ARS. Et donc là, l'ARS doit se saisir du dossier puisqu'ils sont au courant qu'il y a un dépassement de qualité avec un risque pour le patient en question. Donc ça, c'est une évidence que l'ARS, quand elle va avoir l'information d'un dépassement, d'un risque avéré qui est majeur sur l'installation, et pour le coup, il y aura un échange avec le propriétaire. Le second point, c'est que lors des inspections, il y aura forcément une demande de l'ARS sur l'existence de l'analyse de risque, d'un rapport d'analyse de risque après le 1er janvier 2029, puisque c'est une obligation dans le périmètre, encore une fois, des bâtiments concernés par l'arrêté. Donc ça, c'est aussi le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est effectivement à l'ARS de proposer des mesures de gestion, non pas forcément opérationnelles et techniques, puisque l'ARS, de mon point de vue, n'a pas un rôle sur l'orientation professionnelle, sur la technicité de l'installation, mais sur la mesure de gestion quasiment administrative en fonction de la non-conformité qui est exigée et ce que propose l'établissement en termes d'action préventive ou corrective. Si l'établissement n'est pas en capacité de sécuriser déjà l'usage de l'eau pour les patients et pour les usagers dans l'établissement, l'ARS prendra toutes les mesures en conséquence pour assurer la santé de ces personnes en question. Donc, c'est bien des mesures de gestion administrative que l'ARS doit proposer ensuite aux propriétaires, puisque ça relève d'une discussion, et je pense que les personnes en ligne, malheureusement, on ne peut pas tous vous faire parler, ni aucun, mais ont bien au quotidien ces discussions avec les propriétaires d'installation sur qu'est-ce qui est mis en place, en combien de temps, pour que la sécurisation de l'eau soit réalisée. Et enfin, pour rajouter aussi quelque chose qui avait dans votre question, aujourd'hui, cette analyse des risques identifie un risque pour l'installation et un danger pour le consommateur. Mais il n'a pas été fait le lien direct entre le risque identifié sur l'installation et la vulnérabilité des usagers qui vont consommer l'eau. Le danger, c'est bien la présence de légionnelles, mais on n'est pas allé jusqu'à identifier le risque de développer une légionellose en fonction de le fait que, par exemple, les personnes étaient immunodéprimées à l'hôpital ou qu'on était dans un service où il y avait des patients vulnérables. Ce travail-là n'est pas réalisé et ce n'était pas la vocation du guide ni la vocation de l'arrêté. C'est vraiment des risques sanitaires par rapport à un usage général de présence ou de dépassement de paramètres chimiques ou microbiologiques. Oui, et si je peux compléter sur la question du rôle des ARS une fois qu'elles ont reçu cette analyse, au niveau de l'après, en fait, il va y avoir un rapportage européen qui va être mis en place, et ça sera mis en place dans les années à venir. On a plusieurs questions aussi sur le domaine d'application. Alors, on parle des hôtels notamment, et puis une question très précise sur un camping de 200 emplacements avec plusieurs blocs sanitaires de moins de 10 mètres cubes, qui délivrent chacun moins de 10 mètres cubes par jour et concerne moins de 50 personnes. Est-ce que ce camping est concerné? Alors, c'est clairement l'objet des discussions qui devront remonter lors de l'utilisation de cette grille et le retour d'expérience avec des cas concrets un peu mouton à 5 pattes, on va dire. Alors, peut-être pas pour le coup, mais si je reprécise le cas en question, vous avez une arrivée d'eau générale. Donc, c'est bien là qu'on détermine le volume global de l'installation
et que l'on compare aux 10 mètres cubes d'eau froide par jour pour l'installation. Donc, premier critère. Si j'ai entendu que c'était plus de 10 mètres cubes par jour, puisque vous m'évoquez que c'est moins de 10 mètres cubes, mais pour un certain nombre de blocs sanitaires du camping, il faut rassembler la consommation d'eau froide de ce camping. C'est bien ce qu'on dit dans le guide d'application, c'est l'arrivée d'eau générale pour l'ensemble de l'établissement. Donc, premier critère, on fait la somme de tous les blocs sanitaires par rapport à l'alimentation en eau froide générale, et donc ce volume de 10 mètres cubes. Et en second, c'est bien les 50 personnes en termes de capacité d'accueil totale. Donc 200 emplacements, pour moi, on y est. Donc 10 mètres cubes, 50 personnes, ce camping en question, il est concerné par l'arrêté du 30 décembre 2022. Là, c'est ma réaction à chaud, c'est un cas concret, à voir le retour d'expérience, mais en tous les cas, ça rentre pour moi dans le périmètre d'application de l'arrêté. Ensuite, il y a une discussion sur l'analyse des risques, et on l'avait en préambule, sur est-ce qu'on doit faire une analyse des risques générale pour le camping, parce qu'il y a camping et camping, on le sait très bien, sans être péjoratif, hein, on peut avoir des campings municipaux où il y a un ou plusieurs blocs sanitaires, et puis on peut avoir des campings de luxe, on va dire, avec des blocs sanitaires de très forte importance et qui vont alimenter des quartiers complets de caravanes ou d'emplacements. Et pour le coup, il serait envisageable de pouvoir faire une analyse des risques par production d'eau chaude sanitaire collective. C'est quand même un découpage que l'on a en tête à valider une fois que le retour d'expérience sera aussi présent. Alors, il y a une question aussi qui porte sur le cas particulier des EHPAD, où les EHPAD sont rarement propriétaires de leur bâtiment. Donc, qui est responsable de quoi entre le propriétaire physique, enfin, le propriétaire physique du bâtiment et le gestionnaire de l'EHPAD, en fait? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas que je vais te botter en touche, que je veuille botter en touche, mais il va être nécessaire pour ce propriétaire ou le gestionnaire de ce bâtiment de mettre le nez dans son contrat de délégation. Je m'explique, c'est que l'arrêté précise bien que c'est le propriétaire qui est responsable de l'analyse des risques. On comprend bien que s'il y a un dommage à la personne qui est réalisé, c'est bien le propriétaire de ces installations qui va être mis autour de la table et de savoir si effectivement c'est bien ces installations qui sont à l'origine du dommage sur la personne. Donc, en l'occurrence, s'il y a un gestionnaire de bâtiment, est-ce qu'il a délégué contractuellement finalement la gestion pleine du bâtiment en question? Encore une fois, là, il n'y a pas de juriste, si je ne m'abuse, autour de la table, mais il est impératif de sortir le contrat de délégation initiale si on n'est pas le propriétaire de l'installation, mais le gestionnaire par délégation de ce bâtiment. Attention néanmoins de ne pas confondre gestionnaire du bâtiment avec exploitant au sens mainteneur. Aujourd'hui, dans un certain nombre d'établissements, vous avez des sociétés de maintenance qui interviennent. Je ne vais pas les nommer ici, mais on les connaît très bien, qui viennent notamment en chaufferie, vérifier dans un journal d'intervention et faire les relevés d'un certain nombre de points de mesure et le manœuvre des vannes. Ce n'est pas le mainteneur qui est responsable de la mise en place de l'analyse des risques. Le mainteneur n'a pas d'obligation légale, c'est bien le propriétaire de l'installation qui doit faire cette démarche. Je pense qu'il était important de le préciser puisque dans le groupe de travail, on a des sociétés de maintenance qui étaient présentes et parfois l'amalgame est fait entre qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Donc c'est important de le préciser. Tu parlais de 50 personnes aussi. Il y a une question qui demande si dans les 50 personnes, on compte le personnel de l'établissement. À partir du moment où on considère que l'eau, c'est de l'EDCH, de l'eau destinée à consommation humaine, le personnel a aussi vocation à utiliser les installations d'eau chaude et froide sanitaire. Donc, de fait, c'est effectivement l'ensemble des personnes extérieures à l'établissement et les personnes permanentes à l'établissement, puisque on ne peut pas dissocier un risque qui viendrait
à la fois du personnel ou des extérieurs, puisque l'arrêté précise un nombre de personnes exposées à un risque. Donc, c'est une installation d'eau sanitaire qui n'est pas dissociée en termes de flux d'eau en fonction des usages et en tout cas en fonction de la nature du métier qu'on peut exercer dans l'établissement. Alors, il y a une question qui est peut-être large, mais qui qui soulève le point qui est, une fois que le diagnostic est fait, que le plan de surveillance est arrêté, c'est de considérer que la qualité de l'eau au point d'usage final est finalement complètement dépendante du plan de surveillance et de l'analyse des risques qui auraient été identifiés, et que quelque part, tous les paramètres ne seront plus nécessairement vérifiés, les paramètres de potabilité au sens au destiné à la consommation humaine. Voilà, c'est un point, et donc il y a cette question d'articulation entre le diagnostic, toute la démarche de gestion des risques sur le réseau intérieur et la garantie finale d'avoir une eau de qualité au point d'usage final. Je ne sais pas s'il y a un commentaire à faire, mais en tous les cas, de ce que je comprends dans la remarque, c'est effectivement, on a fait l'analyse des risques, on a identifié des points de contrôle qui sont non conformes, on a des seuils qui sont dépassés réglementairement. On se doit de les réduire à travers des actions correctives. On fait un plan d'action, on fait un suivi de ce plan d'action et on s'aperçoit qu'à un moment donné, on est dans les clous par rapport à ce plan d'action. On peut imaginer qu'à partir d'un certain nombre de temps, un paramètre qui est spécifique et qui n'est pas demandé de manière classique par un contrôle sanitaire réglementaire, on peut imaginer qu'à un moment donné, on soit un peu plus souple par rapport à ce paramètre, voire de ne plus le suivre si l'analyse des risques, je vous le rappelle, elle est révisée tous les 6 ans, qui n'est plus mis en valeur un point de non-conformité au bout de ces 6 ans. Je n'ai pas d'exemple concret à vous donner là. En fait, ce serait le cas où on aurait un paramètre ou une observation. Ce n'est pas forcément qu'un paramètre qui est listé dans l'arrêté de janvier 2007. Ce serait une observation qui induise un risque majeur sanitaire. Donc, une configuration d'installation, un schéma, un retour de boucle qui n'est plus à température, au-delà de 50 degrés, parce qu'on a un mélange d'eau froide à un moment donné. Donc, on fait une mesure de température. Donc, ça va être une mesure de température spécifique. On met en œuvre une mesure de température spécifique ponctuellement. On s'aperçoit que tout roule pendant un certain nombre d'années. On peut imaginer qu'à partir de ces années, on peut éliminer cette sonde de température, la récupérer pour la mettre à un autre endroit. C'est plutôt le sens de la remarque qui a été faite peut-être par la personne en disant qu'on peut assouplir le plan de suivi si je m'aperçois que je gère bien ce risque en particulier et qu'au bout d'un moment, je le laisse de côté puisque je suis dans les clous. Alexandre? J'intègre une petite question. Dans le tableau que vous avez présenté sur le périmètre d'application de cette grille, vous avez forcément insisté sur les ERP. Je voudrais revenir un petit peu sur le champ. Vous avez expliqué aussi que dans le cas des logements collectifs, c'était une analyse qui peut être utilisée, surtout s'il y a eu des cas avérés de maladies liées aux légionelles. Mais qu'en est-il aussi des lieux de travail avec des grandes usines, avec des douches collectives, etc. Est-ce que c'est une grille qui peut être utilisée ou vous n'avez pas du tout réfléchi à la question? Oui, en fait, dans le guide d'application qui est sorti par l'AST et le CSTB, là, donc on a bien reprécisé le champ de l'arrêté, mais l'arrêté même souligne bien qu'on peut appliquer l'analyse des risques aux petites installations et à tout établissement qui le souhaite, en fait, et incite même éventuellement le lieu de travail. Je rappelle que c'est recommandé pour les bâtiments d'habitation collective et maisons individuelles, seulement recommandé, mais bien entendu, si on se trouve dans une situation un peu délicate, les documents qui sortent aujourd'hui sont les meilleurs outils
pour répondre à la demande, et notamment dans un contexte de contentieux, pour rassurer déjà sur qu'est-ce qu'on va faire de manière immédiate, et puis faire un point zéro, c'est de dire, OK, il y a une problématique, on fait une analyse des risques, et on identifie des non-conformités et des priorités. Ça permet quand même de tous aller dans le même sens et de partir sur un document commun qui, a priori, fait consensus et qui va s'améliorer dans le temps. Donc, je pense qu'au-delà du périmètre précisé dans l'arrêté, c'est une démarche qui devrait s'appliquer sur tout type de bâtiment à partir du moment qu'on a de l'EDCH et qu'on a des risques potentiels associés à ces réseaux. On a une question aussi sur on parlait des paramètres, les paramètres qui sont listés dans la diapo 11. Est-ce qu'il faut analyser tous les paramètres des 5 catégories qui sont dans la diapo 11? Je pense que c'est les paramètres organoleptiques, etc. Oui. Je l'ai peut-être mal expliqué. On doit effectivement se poser la question, lorsqu'on identifie une non-conformité, sur quel type de danger on se trouve. Et on doit choisir avec l'une de ces 5 catégories pour déterminer un risque résiduel et des mesures de gestion. Anne-Sophie, je crois, l'a précisé, je ne sais plus, mais une observation peut induire effectivement 2 types de dangers. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois sur un danger, un risque chimique, et à la fois sur un danger microbiologique. Et pour le coup, on duplique la ligne en disant on est sur la même observation, le même événement dangereux, mais qui va induire 2 dangers spécifiques, et donc 2 risques spécifiques, et donc 2 mesures de gestion à mettre en place. Dans la grille, on vous l'explique bien, et dans le guide d'application, on a aussi précisé cette manière d'utiliser la grille pour finalement dupliquer une observation qui induirait plusieurs dangers à la fois. Et à l'inverse, comme le disait aussi Anne-Sophie, lorsqu'on va supprimer la non-conformité, donc l'observation qui engendrait une non-conformité, on va supprimer 2 dangers associés et 2 risques résiduels. Donc ça donne du boulot, plus de boulot lorsque l'analyse de risque est faite, mais lorsqu'on va supprimer le danger, on va aussi réduire d'autant les non-conformités identifiées. Pour une autre question qui était posée aussi sur les paramètres organoleptiques qui sont en lien avec le fer, la turbidité ou d'autres paramètres, et la question était que le calcul peut doubler en fait l'effet de ce paramètre. C'est-à-dire qu'on va, si j'ai bien compris, on retrouve le même paramètre sur deux paramètres pour qui ont la même origine en fait. Et est-ce que cette majoration est voulue en fait? Est-ce qu'elle est calculée dans la grille? Alors, moi, pas forcément saisi ce qui a été précisé, mais on peut avoir effectivement 2 événements dangereux qui identifient le zinc comme un danger, et auquel cas il faut les traiter individuellement. Si l'action corrective supprime ou réduit les 2 à la fois, ce n'est que mieux, mais il n'y a pas d'effet cumulatif, à mon sens, d'avoir plusieurs fois le paramètre zinc en non-conformité. Encore une fois, il y a aussi cette méthodologie et le savoir-faire du professionnel qui on a souhaité laisser un certain degré de liberté. On ne l'a pas abordé, mais il y a aussi une case état général, remarque ou commentaire, je ne me rappelle plus, mais qui permet d'identifier et de noter une non-conformité qui ne serait pas listée dans les points de contrôle. Donc il y a ce degré de liberté donné au professionnel pour que lui, s'il y a un effet cumulatif pour une raison X et Y sur l'installation par rapport à ce paramètre zinc qui doit être noté, le calcul le donne pas forcément, mais il peut le mettre en commentaire dans le groupe dédié, adoucisseur, canalisation, et tout de suite mettre un risque qui est potentiellement fort, voire de mettre la priorité sur ce risque. Parce que je vous rappelle qu'il y a une hiérarchisation, une cotation à faire en fonction du degré de risque résiduel et final. Juste une petite précision. Je voudrais revenir sur
la certification QB24, par expérience, dans le cadre d'expertises diverses, il est bien quand même aussi d'avoir un professionnel qui va vous remplir une grille de salaire, une grille d'analyse de risque, qui va vous faire des préconisations, mais qui ne sera pas engagé sur les travaux. C'est-à-dire que il faut bien faire attention, parce qu'on parle de priorisation des travaux. Mais il est clair que si vous faites venir un spécialiste du traitement, il va probablement vous trouver des traitements à mettre en place. Si vous faites venir un plombier, il va vous trouver des travaux de plomberie à faire. Et il faut bien faire attention à ce que l'analyse ne soit pas faite, ne soit pas biaisée par la profession de l'expert qui va venir vous identifier vos priorités. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que c'est en plusieurs étapes. La photographie, où le résultat, les conclusions de l'analyse de risque n'ont pas forcément la capacité de donner des préconisations de travaux, puisque ça fait l'objet, par exemple, de l'audit hydraulique. Mais c'est bien une photographie, un état des lieux. On pointe du doigt ce qui ne va pas, et ensuite on demande au propriétaire d'aller minutieusement se faire accompagner, ou s'il a les compétences en interne avec son service technique, mais de déterminer réellement qu'est-ce qui cloche sur le réseau, et pour le coup, dans cette seconde étape, de donner et d'aboutir par un nouveau dimensionnement de la boucle d'eau chaude, par la mise en place d'un traitement d'eau adapté, les fameuses préconisations. Mais c'est vraiment en 2 étapes. Analyse des risques, photographie, ensuite diagnostic précis, associé à des préconisations de travaux, voire chiffrage, effectivement. Une question encore sur les paramètres. Il y a une question qui indique que la LQ 2000 UFC par litre pour Legionella, j'imagine, a été intégrée donc, pour l'eau froide sanitaire dans le réseau intérieur, ce qui signifie que le réseau public ne doit pas desservir une eau contenant plus de 1000 UFC par litre. Est-ce que ce paramètre, donc Legionella SPP, doit-il être intégré au contrôle sanitaire réalisé par l'ARS, comme c'est déjà le cas pour le plomb, par exemple? Je peux vous dire que je ne sais pas. C'est une très bonne question. Est-ce que ça doit être intégré au contrôle sanitaire? Alors, pendant que Nadège réfléchit un petit peu, peut-être, sans lui mettre la pression. Mais en tout cas, c'est une obligation de l'arrêter pour faire une analyse des risques. Donc, il y a des limites et références de qualité. Est-ce que c'est un complément à l'arrêté de février 2010, puisque lui-même a été modifié à travers la directive européenne? Le contrôle sanitaire, pour moi, je ne suis pas sûr qu'il intègre ces mesures de manière directe. Mais il faudrait peut-être le confirmer après coup, peut-être. Pour moi, il n'y a pas d'obligation de l'inscrire dans le contrôle sanitaire au niveau du paramètre D2, mais rien n'empêche l'ARS de le prévoir. Encore une fois, l'ARS a la latitude de pouvoir déterminer le niveau de surveillance à exiger au propriétaire en fonction de l'état des lieux initial et des mesures de gestion qu'il va mettre en place par rapport au fonctionnement et nos conformités identifiées. Monsieur Potier, vous voulez rajouter quelque chose? Non, parce qu'on parle beaucoup de 1000, mais il ne faut pas oublier que sur certains bâtiments, c'est ce que tu as dit à un moment, le 50 est applicable. Ça ne se substitue pas au 1000, pardon. Limite de détection. Oui, tout à fait. Après, il y a un arrêté spécifique sur la surveillance des légionnels dans les réseaux d'eau chaude sanitaire. Ça, il ne faut pas l'oublier et il est toujours présent. Effectivement, quand on a 1000 UFC par litre au niveau de l'arrivée d'eau froide d'un bâtiment, il est temps de déclencher la cellule de crise. Juste pour préciser, je sors de mon rôle de question, mais on est sur des Legionella SPP et pas sur des Legionella pneumophila pour l'eau froide sanitaire, et ça fait une différence majeure. Et effectivement, la question, je pense que c'est la question de responsabilité aussi. Est-ce que les Legionella, finalement, elles viennent du réseau public ou elles se sont développées dans le réseau intérieur? Et à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut avoir cette réponse-là, de même façon que pour le plomb, si on a 5 microgrammes par litre qui viennent du réseau public, il faut le savoir pour avoir la responsabilité du distributeur et du réseau intérieur. Alors,
pour faire le lien avec la dernière intervention de Jean, il y a une question qui porte sur le fait que pour le plomb, la limite sera abaissée en 2036, hein, peut-être que prévu, et comment ça va s'articuler avec les diagnostics qui seront faits pour 2029. Et y aura-t-il nécessité d'anticiper dans ces premiers diagnostics de 2029 le fait que se projeter dans la limite de qualité de 5 microgrammes par litre dès 2029. Après, si certains agents, veulent anticiper sur cette limite de qualité, c'est super. Elle sera obligatoire, pas tout de suite. Oui, en fait, ça reste légal. Il y a une date administrative. Il dit que si vous êtes supérieur à 5 au 1er janvier 2036, c'est le 1er janvier? Non, je ne sais plus. En tout cas, si vous êtes supérieur à 5 au 1er janvier 2036, légalement, vous n'êtes plus dans les clous. Donc, si vous voyez que lors de votre analyse de risque, et l'ARS qui a aussi a sur son bureau un dépassement de cette valeur de 5 en 2035 en novembre, je pense qu'il serait bienvenu que la limite de 5 soit un peu anticipée, oui. La question, c'est déjà si en 2029 on est à 8 microgrammes par litre, ça veut dire qu'il y aura sans doute des choses à faire dans les années à venir. C'est plus comme ça la notion de plan d'action. Oui, puis juste pour ajouter sur ce contexte plomb, l'expérience montre que lorsqu'on a des valeurs en plomb présentes, c'est qu'il y a forcément du relargage. Et ce relargage, il n'est pas homogène dans le temps. Il peut être aussi particulier dans l'eau. Et faire une analyse ponctuelle et se baser sur cette analyse ponctuelle pour dérouler un plan de gestion sur 6 ans, je pense que c'est un peu hasardeux et il faut faire un suivi plus rapproché pour vraiment voir s'il y a une problématique plomb sur l'installation liée à des équipements ou des canalisations qui seraient encore présentes. Est-ce qu'il vous reste beaucoup de questions, messieurs? Alors, il y a une question qui est revenue à 2-3 reprises sur le fait sur la réalisation de l'analyse des risques et la question de savoir si elle pouvait être faite par du personnel propre à la gestion technique du bâtiment qui aurait la compétence pour le faire. Alors, je ne veux pas intervenir sur comment on s'auto-déclare compétent, mais c'est un peu la question qui est posée, qui est revenue plusieurs fois. Il n'y a pas de contre-indication à ce que ce soit des services techniques internes compétents qui puissent faire l'analyse des risques, bien entendu. Mais vous soulevez le point qu'il faudra regarder de près. Attention de ne pas être jugé parti sur sa propre installation, parce que c'est compliqué parfois de se mettre en défaut soi-même. Donc, je pense qu'il serait bienvenu aussi que des services techniques peut-être différents d'établissements, je ne sais pas quel mode il est possible de mettre en œuvre. Mais en tout cas, oui, c'est possible que des services techniques compétents et qui le fassent de manière claire, sans arrière-pensée et en toute déontologie, peuvent réaliser l'analyse des risques et pointer du doigt des non-conformités. Ouais. Il y avait une question sur l'analyse des risques devant être faite dans la phase de réception. Est-ce qu'elle doit être stipulée, exigée dans le CCTP, au même titre, par exemple, que la désaffection en fin de chantier? Ce serait bienvenu. Bien au contraire, il faut impérativement, je pense, de mon point de vue, l'indiquer. Pourquoi? Parce que quand c'est pas prévu, on va dire, on va se regarder autour de la table. Bon, c'est toi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui paye, c'est toi qui paye. Ou dans le programme, effectivement, à un stade au-dessus. On peut tout à fait, il faudrait l'intégrer. Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, mais si on l'intègre, il est prévu, il n'y a plus de questions à se poser lorsque la phase de réception est réalisée, sachant que c'est une obligation réglementaire. Donc, ça doit être inscrit dans le programme et dans le CCTP, cette obligation d'analyse des risques réglementaire, comme dans tous ces CCTP où on liste la réglementation qui doit être appliquée au réseau d'eau intérieur. Donc, ça, c'est une nouvelle obligation, effectivement, pour le propriétaire dès la phase de consultation des entreprises.
Je vois qu'il est 12h03. On va peut-être, si vous en avez une ou deux encore, mais simplement pour vous dire qu'on atteint la limite horaire. Donc, je sais que chacun a des obligations. Donc, on peut peut-être prendre une question encore. Et puis je vous invite à les poser éventuellement dans l'heure qui vient. Mais ce Teams n'a pas vocation à être ouvert dans 15 jours pour pouvoir poser de nouvelles questions. Je pense qu'on a un fil conducteur sur cette analyse des risques et les guides d'application agri qui ont été mis en place et on souhaite les faire vivre. Donc, votre retour d'expérience est la bienvenue. On va réfléchir au format et les modalités sur le fait de capitaliser ces retours d'expérience. Mais on essaye de faire notre possible pour répondre à vos questions. Donc, Jean et Frédéric, si vous avez une dernière question, peut-être. Oui. Il y a eu deux questions courtes, combien ça coûte? Et puis une question, donc je ne suis pas sûr que la réponse soit aussi courte, et puis une question, où est-ce qu'on trouve les organismes certifiés QB24? Alors, je ne vais pas être vache, je vais pas distribuer les questions que j'aime pas. Mais on peut répondre à la question à plusieurs voies. Les entreprises certifiées, vous pouvez retrouver en tapant sur un moteur de recherche certification QB24 et CSTB. Et là, vous atterrirez sur la page qui liste finalement les exigences et les référentiels de chacun des niveaux de QB24. Et associé à cette liste, alors Anne-Sophie est en train d'y arriver. Donc, vous voyez, est-ce que notre écran est toujours partagé? Je pense que oui. Donc, tapez QB24, c'est ça? Voilà, QB24. Et ensuite, sur la droite ou en bas, vous aurez liste des sociétés certifiées qui est là. Donc, ça se retrouve très facilement sur Internet. Et la deuxième question, et c'est super comme question finale, je te remercie, Jean. Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Ça va coûter fonction du travail qu'il y a à faire. Donc ça, c'est la première réponse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est impératif pour pouvoir bien définir le périmètre et le prix, puisque vous savez que ce sera une prestation, l'analyse des risques. Donc cet échange préliminaire entre le professionnel et le propriétaire doit être contractualisé. Donc ça fait partie de l'échange que doit avoir le professionnel avec le propriétaire. Et ce prix va être fonction de l'importance du bâtiment et de la complexité du bâtiment et du temps qu'il y a à passer à faire à la fois la liste des documents qui vont être vus lors de la revue documentaire et la notation, on va dire du sondage pour observer l'ensemble des points de contrôle qui ont été identifiés dans la grille Excel. Donc, c'est revue documentaire sur place et puis visite sur le terrain, la préparation en amont et la rédaction du rapport d'analyse. Moi, je me positionnerai uniquement en termes de temps. Aujourd'hui, le CSTB n'est pas là pour chiffrer et évaluer un prix. En tout cas, c'est un travail initial qu'on avait fait avec la personne avant la présence de Nadège Lafargue. Et je remercie au passage Marjorie Brou parce qui a beaucoup œuvré au document. On a fait ce travail effectivement de pouvoir essayer de cadrer dans un prix correct avec des exigences de la grille qui sont assez exhaustifs quand même. On a un certain nombre de points de contrôle, donc il faut faire bien, mais pas sans passer 3 jours sur l'installation au risque de faire exploser le coût. Et pour le coup, les propriétaires ne joueraient plus le jeu, même si réglementaire. C'est une réponse peut-être qui n'est pas satisfaisante. En tout cas, c'est ma réponse actuellement. Est-ce que Bénédicte, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Alors, Bénédicte, simplement, qui est une société QB24, donc qui a l'habitude de faire ce type de prestations. Oui, bonjour. Je vais essayer de répondre à la question. Nous, on a eu un retour d'expérience sur effectivement des petits bâtiments ou des bâtiments plus importants. Je dirais que le temps est très, très variable en fonction de la taille et notamment du nombre de productions d'eau chaude collective. On va dire que pour faire simple, pour un petit bâtiment, on peut évaluer la prestation sur place, donc avec une production d'eau chaude collective et un réseau d'eau chaude à moins d'une journée.
sur place. Et puis après, il y a le temps du rapport qui sera à peu près de l'ordre d'une demi-journée, chose comme ça. Voilà. Mais bien sûr, s'il y a 10 productions d'eau chaude collective, bien sûr, ce sera un temps beaucoup plus important en termes de sondage. En revanche, après, il y a la partie documentaire qu'il faudra que chaque prestataire évalue, en fait, au mieux. Voilà. Sur un hôtel de trentaine de chambres, c'est un billet à 1500-2000. Alors après, je vais pas me prononcer sur le coût, parce que ça, le coût, il dépend un peu du tarif horaire. Moi, je me prononce sur le temps. Moi, je pense qu'effectivement, sur un petit hôtel, une journée, ça doit être suffisant. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vois qu'on a dépassé l'heure. Donc finalement, ça valide un peu le format qu'on a souhaité donner à ce webinaire et laisser de la place aux questions. Donc vous avez vu qu'on ne souhaite pas s'arrêter aujourd'hui sur l'utilisation de ce guide d'application et sur ce fichier Excel. Donc en fin d'année, on fera un retour d'expérience avec des parties prenantes pour essayer encore d'améliorer et de réduire ou d'augmenter les points de contrôle notamment, et de voir la manière dont les gens s'approprient, à la fois propriétaires et puis professionnels, de ces documents. Et puis ayez aussi en tête que avec l'AST, on poursuit nos travaux aussi sur les autres sous-groupes de travail, et notamment la protection sanitaire. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce second document, mais sachez qu'il y a d'autres voies qui sont imaginées, enfin d'autres voies. On doit un peu patienter sur la validation d'un certain nombre de points techniques avant de pouvoir les publier, mais on est bien encore très actif sur la publication de ces documents. Encore une fois, merci. Donc à vous à distance d'avoir été si nombreux, et puis à toutes les personnes autour de la table ici, que je ne vais pas renommer parce qu'on les a déjà nommés. Et puis on vous dit à une prochaine fois, et puis n'hésitez pas à consulter les documents qui sont dans le coin lecture du site de l'AST, et bientôt sur le site du CSTP. Merci à toutes et à tous, à bientôt. Au revoir.